quand tu vas travailler contre quelque chose, je vais travailler pour pas perdre mon logement. Je vais travailler pour éviter que ma famille se retrouve à la rue. Je vais travailler pour... Pff, tu vois, quand tu vas travailler, tu vas avoir des états de tension qui vont se créer. On commence à rentrer un peu dans les détails, mais une libération de noradrénaline et de cortisol. Et ce cortisol va bouffer ton organisme. En fait, il amène à surexploiter tes ressources physiologiques. Parce qu'en fait, il te faut de l'énergie pour faire face à une situation qui n'est pas bonne pour toi. Et donc, ça va surexploiter ton organisme et tu vas arriver progressivement à l'épuisement. Alors que quand tu travailles pour quelque chose, pas contre, mais pour quelque chose, et qui plus est, l'accomplissement de soi, puisque ta passion, en réalité, c'est ta passion parce qu'elle te permet d'être pleine et entière. Alors à ce moment-là, ça va te libérer en toi de ce qu'on appelle de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est ce qui amène la conscience de soi, l'estime de soi, et également le bonheur. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à avoir une production constante de sérotonine, le ressenti physiologique qui en découle, c'est le sentiment de bonheur. Et bonjour Guillaume et bienvenue sur EPAC. Merci à toi de m'accueillir, bonjour à tous. Ah bah écoute, aujourd'hui je voulais qu'on discute, qu'on parle un petit peu de neurosciences et des personnes, des êtres humains que nous sommes, hein, de l'illusion du réel, de toutes ces choses cachées, du fait qu'on ne soit pas rationnel du tout, ce qui me va complètement, hein. J'ai jamais été rationnel et c'est très bien pour moi. Et surtout, déjà j'aimerais, parle-nous de ton livre et de ce qui t'a inspiré à écrire ce livre. Alors le livre c'est le cerveau, c'est sur le cerveau humain bien évidemment, c'est l'influence cachée du cerveau humain. Qu'est-ce qui m'a inspiré à écrire ce livre? Ça fait 20 ans que mon domaine d'expertise, c'est de comprendre qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe entre nos deux oreilles, et donc à venir comprendre ces mécanismes cérébraux, à la fois d'un point de vue des neurosciences, mais également des sciences cognitives, où j'ai une particularité, c'est que je ne me concentre pas sur la recherche, mais l'application des comptes rendus de recherche. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois qu'on comprend ces mécanismes-là, qu'est-ce qu'on peut en faire dans la vie de tous les jours, sans rentrer dans l'hyper-vulgarisation ou du prêt-à-penser ou avec des solutions miracles. Non, c'est vraiment de comprendre en profondeur comment fonctionnent ces mécanismes-là, avec vraiment ce prisme d'adaptation de l'individu aux environnements. En fait, on perçoit nos environnements, notre cerveau va traiter ces informations perçues d'une certaine manière et déclencher une réponse d'adaptation, adaptation comportementale, émotionnelle, cognitive, etc. Et voilà, moi depuis 20 ans, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe entre le moment de perception et le moment de réponse adaptative. Et donc ça m'a amené à développer des approches transversales dans cette compréhension-là à travers les neurosciences et les sciences cognitives. Et ce bouquin, c'est le fruit de 20 ans. 20 ans de passion, 20 ans d'expérimentation, 20 ans d'échanges. Et j'ai voulu que ce livre soit accessible au plus grand nombre. Les sciences, neurosciences, sciences cognitives, c'est des mots qui font peur, tu vois. T'as l'impression que si t'as pas fait bac+12, tu peux rien y comprendre, ce qu'il faut. Et donc, justement, c'est de rendre tout ça accessible. Donc, c'est un bouquin, je sais plus, qui fait 160 pages, 170 pages, un truc comme ça, mais qui se veut être une rencontre à soi, une rencontre aux autres. Donc, voilà, j'ai essayé vraiment de faire quelque chose de faire découvrir en fait ce monde incroyable qui est entre nos deux oreilles. Moi, ce qui m'a Je te, motivé. je te confirme que c'est une très bonne vulgarisation des neurosciences, hein. Il est très facile à comprendre ton livre. Cool. Mais maintenant, moi j'ai une question. Est-ce qu'on est fou? Alors oui, par contre, à la lecture du livre, on peut avoir deux, trois effets qui se coulent, euh, ça chahute un peu, ça bouscule un peu. Est-ce qu'on est fou? Pour savoir si on est fou, il faudrait déjà qu'il y ait une norme, un comportement qui te dirait tu n'es pas fou. Mais ce comportement qui dirait on n'est pas fou, en 20 ans, je l'ai encore jamais trouvé. On a tous une logique adaptative. On répond à une logique du vivant. Mais cette logique du vivant ne répond pas nécessairement à la raison. Et si ne pas être fou, c'est être raisonnable, alors on est tous fous. Et là, Et ça perd. S'il non, mais c'est un fallait peu perturbant. vraiment... Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu me Non, non, disais? vas-y, je t'en prie. Ouais, c'est-à-dire que le fait de ne pas être fou, c'est être raisonnable. Donc,
être agi par la raison, alors oui, on est tous fous. On est tous irrationnels en permanence, tout le temps, à chaque instant. Euh, dans les exemples d'irrationalité, moi, il y en a un que j'adore, c'est le fumeur qui mange bio. Ben homme, il fait super attention à ce qu'il mange tout le temps, parce que la santé, c'est la chose la plus importante pour lui. Et il te l'explique en fumant une clope, en absorbant 3700 produits toxiques à chaque latte. C'est totalement irrationnel. Si la santé était si importante que ça pour lui, il fumerait pas. Et donc, on a des contradictions comme ça irrationnelles en permanence. Tu as remarqué que si on va à une salle de sport, on va essayer de se garer le plus près possible de la salle de sport. Quand même couillon, vu qu'on va aller faire du sport. J'ai une autre photo où on voit une salle de sport aux États-Unis et il y a 15 marches à monter. Et en fait, de chaque côté, il y a un escalator. Et les gens prennent pas les 15 marches, ils prennent l'escalator. Mais par contre, ils payent $50 d'abonnement pour passer la porte et faire du sport. Enfin, on est blindé d'irrationalité de ce type-là. Donc, quelque part, si la raison doit définir ce que c'est que d'être sage, euh, on ne peut pas vraiment se vanter de l'être. Et donc, dans ce cas-là, oui, on est tous fous. Je me pose une question, tu sais, sur... bon, alors, je ne sais pas si alors, est-ce que c'est de la folie ou pas? Non, mais je suis souvent quelqu'un qui s'appelle Bachar, je sais pas si tu connais. C'est alors Daryl qui canalise une personne qui s'appelle Bachar. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui, en fait? À quel moment, lui, entend une voix et qu'il arrive à retranscrire cette chose-là, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne lorsqu'une personne canalise? Alors, moi, je suis obligé de rester vraiment dans une logique très scientifique, Ouais. avec une méthodologie scientifique, une certaine rigueur scientifique. Je ne suis pas en train de dire que tout ça n'existe pas. C'est pas du nihilisme du tout. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui on n'arrive pas à expliquer scientifiquement. Là où moi j'ai un schéma de pensée ou de raisonnement là-dessus, c'est à travers les sciences, enfin en tant qu'être vivant, on s'adapte à des environnements, ok, qui nous entourent. Mais à travers les sciences, réussir à définir ce qui nous entoure est quasiment impossible. On n'arrive pas à trouver un consensus scientifique qui pourrait dire autour de nous, c'est ça, point barre, on l'a démontré. Non. Si par exemple tu prends la physique fondamentale, on a à minima, je dis bien à minima, trois dimensions, hauteur, profondeur, largeur. Et donc dans cet espace, du temps. Maintenant, si on descend encore plus bas, on rentre en physique quantique, ah, la notion de temps et d'espace disparaît. Merde, c'est pas pratique là. Et donc, si tu veux, on n'arrive pas clairement à définir ce qui est autour de nous. En revanche, là où à peu près toutes les branches arrivent à se mettre d'accord, c'est qu'en tant qu'organisme vivant, on évolue dans des environnements composés de milliards et de milliards et de milliards d'informations. Okay, donc on est dans ce bain d'informations permanent. Comment on interagit avec l'environnement? Grâce à nos sens. Nos sens, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un récepteur. Et lorsque le récepteur rencontre une information de nature concordante, alors le récepteur envoie une impulsion électrique à notre cerveau. Et notre cerveau reçoit à peu près 11 millions d'unités d'informations perçues chaque seconde. Donc, on reçoit énormément, énormément, énormément d'informations. Ça peut paraître beaucoup, 11 millions, mais dans le bain gigantesque d'informations qui est autour de nous, n'est qu'une infime partie. Toujours est-il, si je n'ai pas de récepteurs qui correspondent à la nature de cette information-là, alors l'information traverse mon corps sans rien déclencher en moi et je ne peux même pas savoir que c'était là. Okay, je vais un peu plus loin. Sur les 11 millions qui vont stimuler quelque chose en nous, ça arrive à notre cerveau, et là, il va y avoir tout un bain de traitement de l'information. C'est-à-dire qu'on a 11 millions d'unités et notre cerveau va être obligé de les processer parce qu'on ne perçoit en réalité que des impulsions électriques, hein, rien d'autre. Et notre cerveau va essayer de processer ces informations électriques, les regrouper par paquets, les décoder, etc. Une fois tout ça abouti, ça correspond, grosso merdo, à 400 000 unités d'information qui vont essayer d'être portées à notre conscience. Mais sur les 400 000, on ne va en porter à la conscience que 40. Ça veut dire qu'il y en a 399 960 qui auront été perçus, mais pas portés à la conscience, et donc on ne sait tout simplement pas qu'on les a perçus. Et elles vont Et où donc ces on a un informations? système de filtre hyper important. Okay, maintenant, tu me parles de canalisation. Est-ce que cette personne-là a pu percevoir des informations grâce à des sens que d'autres n'ont pas?
Peut-être. Par exemple, vous connaissez tous de base les 5 sens, le toucher, l'odorat, la vue, le goût et l'ouïe. Mais déjà, scientifiquement, on en reconnaît 9. On a la nociception, l'équilibrioception, proprioception et thermoception. Et il y a encore d'autres sens qui sont en débat dans les sciences. Mais comme souvent des problèmes de définition, est-ce qu'on peut vraiment donner la définition d'un sens, etc. Après, c'est des guéguerres de définition. Donc on sait déjà qu'on a plus de sens que nos 5 sens qu'on nous a toujours enseignés. On en a 4 de plus, donc reconnus scientifiquement. Et il y en a encore d'autres qui sont en débat. Et il y en a peut-être encore d'autres que l'on n'a pas encore découverts. Donc, il n'est pas impossible qu'autour de nous, il y ait certaines natures d'informations, que certaines personnes, dont certaines personnes disposent des sens perceptifs qui permettent la stimulation et la conscientisation. Et encore une autre logique, qui est qu'on peut très bien, peut-être tous, percevoir ces informations-là, mais qui sont bloquées par le filtre de conscientisation. Pourquoi? Parce que ce filtre va se faire en fonction de la cohérence que l'on donne. Si quelque chose dans ces flux d'informations semble totalement incohérent à la personne, alors le cerveau ne l'intègre pas à la conscience. Donc on l'a perçu, mais on l'a tout simplement pas conscientisé. Et c'est grâce à la conscientisation qu'on crée l'existence d'une chose. Donc si tu veux, il peut y avoir plusieurs réflexions ou plusieurs mécanismes différents. Ce que je dis là n'est qu'une vision, une compréhension ou une schématisation de ce que je peux comprendre de cette mécanique-là. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai rien scientifiquement qui atteste par la capacité de reproduction de l'expérience et de mesure de l'expérience qui pourrait me permettre de dire voilà comment ça marche. Non, ce sont des hypothèses qu'on va formuler par rapport à une compréhension de ce qu'on arrive aujourd'hui à prouver. Et dans ce cas, j'arrive à ma question de qui décide vraiment, parce que si quelque part je décide d'avoir une expérience sans la conscientiser, mais quelque part dans mon flux, il s'est passé quelque chose pendant la nuit, bon, je décide d'avoir une expérience sur quelque chose, est-ce que le lendemain, l'action que je vais poser sur ce que j'aurais décidé dont je ne l'ai pas conscientisé, est-ce que c'est moi qui le décide? Et si c'est pas moi qui le décide, qui prend la décision à ma place? Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Si déjà tu l'as pas conscientisé, tu ne sauras même pas que tu l'as fait. Puisque tu as besoin de la conscientisation pour savoir que ça existe. Du moment que tu as conscience de quelque chose, c'est-à-dire que le simple fait que le moi, l'ego, le sache, c'est que ça a bien été porté à la conscience d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire qu'il y a eu un acte de conscientisation. Peut-être sous une modalité de cohérence différente que de ce qu'on en a l'habitude de faire, mais à la seconde où tu sais qu'il y a eu quelque chose, alors il y a forcément un acte de conscientisation. S'il n'y a pas conscientisation, ton cerveau n'a pas créé l'existence, ça n'existe tout simplement pas, et tu ne penseras même pas avoir fait quoi que ce soit en fait. Tu pourras éventuellement te dire j'ai dormi. Et encore que. Et encore que. Des fois on fait des micro-sommeils, on n'a même pas conscience de s'être endormi. Euh, Ça arrive en voiture, plus qu'on le pense. C'est dangereux d'ailleurs. Euh, Donc déjà, ça veut dire qu'il y a eu une conscientisation. Après, tu poses la question de qui est à l'origine de la décision. En fait, faut faire la différence. Enfin, faut réussir à comprendre ce que veut dire moi. C'est quoi moi? Cette notion-là qui peut paraître toute bête, on se dit bah, moi c'est moi. Tu vois pas, c'est moi. Mais en réalité, c'est plus complexe que ça le moi. Le moi, c'est d'un point de vue neuro, c'est une partie ici qu'on appelle la partie orbitofrontale, préfrontale ici, hein, qui va être le chef d'orchestre et qui, je ne rentre pas trop dans les détails, mais grâce au rebond avec d'autres structures corticales, va permettre de faire émerger la conscience d'être. Mais grosso modo, si on devait le schématiser, la conscience de soi, c'est juste une petite partie ici, dans notre cerveau. Et cette petite partie a un pouvoir incroyable quand même. Faire émerger la conscience de soi, c'est un truc de fou. Le truc, c'est que ce super pouvoir a tellement un pouvoir incroyable que cette petite zone a l'impression d'être le tout. Elle ne connaît pas sa frontière. Elle a l'impression d'être tout le cerveau.
voire même tout le corps. Parfois même projeté sur des objets tiers. Par exemple, parfois on peut avoir certains bijoux, si jamais on nous en dépossède, on a l'impression qu'on nous a arraché une partie de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que cette petite zone a tellement intégré dans la conscience d'elle l'objet qu'on fusionne presque avec l'objet. C'est typiquement le cas des doudous chez les enfants. Tu t'enlèves le doudou à un enfant, c'est comme si tu lui arrachais son cœur. Oh D'ailleurs, petit conseil, achetez toujours les doudous en double. Pratique. Et alternez souvent. Laisse tomber Ça la vie. peut être utile. Donc, si tu veux, cette conscience ne trouve pas sa limite et a l'impression d'être le tout. Par contre, on est bien d'accord que ça, c'est ma main, et moi, ça. Si je me coupe un doigt, est-ce que je suis un peu moins moi? Ah non, parce qu'en réalité, le doigt n'est pas un élément fonctionnel constitutif de la conscience. C'est juste cette partie orbitofrontale ici. Et c'est ça qui est vachement important, c'est que tout ce qui ne va pas passer dans cette partie orbitofrontale, tout ce qui ne va pas passer dans la conscience, n'existe tout simplement pas pour moi. Parce que c'est le fait que ça passe dans cette partie-là qui va me permettre de créer la réalité de cette chose. On va s'amuser à faire un petit jeu. Tu es d'accord que on se parle en permanence dans notre tête. Ok? Donc, normalement, tu entends ta voix et tu as un discours intérieur un peu permanent. Par exemple, là, peut-être dans ta tête, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qui me raconte le show? Où est-ce qu'il m'emmène encore? Ça se dit scientifique et c'est complètement timbré. Oui, bonjour, c'est moi. Et donc, donc cette voix, ce discours qu'on a dans notre tête, il est normal. Il est normal et il n'existe que parce qu'il passe par cette partie orbitofrontale. D'ailleurs, tu remarqueras quand on est parent, de 0 à 1 an, on n'espère qu'une chose, c'est qu'il parle. C'est ah, il va dire papa, il va dire maman, il ou elle va dire maman, et on attend qu'une chose, c'est qu'il parle. Ensuite, ils se mettent à parler, on ne rêve que d'une chose, c'est qu'ils se taisent. Mais tu vas te taire juste une minute, s'il te plaît. Eh bien, ce discours permanent, la pression sociale va amener à l'intérioriser. C'est pour ça qu'on se parle en permanence dans notre tête. Et c'est pour ça que les gamins, au départ, verbalisent tout le temps. C'est la pression sociale qui internalise ce discours-là, ce qu'on appelle l'intériorisation du discours. D'ailleurs, quand les gens sont seuls et qu'il n'y a plus cette pression sociale, assez régulièrement, les gens le réextériorisent. C'est le fait qu'on se parle tout seul. Okay, c'est la réextériorisation du discours. Donc cette voix qu'on entend dans notre tête en permanence, c'est tout à fait normal. Enfin, tout à fait normal. Si on s'y arrête 10 secondes, si on se parle dans notre tête, c'est bien qu'on a construit la phrase. Donc si on a construit la phrase, c'est bien qu'on savait ce qu'on voulait se dire. Alors comment ça se fait qu'on se le dit? C'est un peu, c'est à peu près aussi surprenant que finalement, tu prends ton téléphone portable, tu t'écris un texto et tu te l'envoies. Oh, mais qu'est-ce que j'ai bien pu vouloir me dire? Laisse-moi découvrir ça. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Tu sais ce que tu veux te dire, tu vas construire une phrase, tu vas commencer à te le dire, mais si tu t'arrêtes, tu ne pourras pas savoir ce que tu voulais te dire. Tu vas être obligé de finir la phrase pour savoir ce que tu voulais te dire. Pourquoi? Eh bien parce qu'en réalité, l'intention du message et la construction de la phrase se jouent à l'extérieur de la partie orbitofrontale, dans d'autres zones. Et le langage va être une modalité qui va me permettre de me faire passer l'information dans la partie orbitofrontale et donc la faire émerger à ma conscience. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je prends conscience de ce que je voulais me dire. Le moi se situe juste ici. Tu me parlais des décisions, c'est la même chose. En réalité, notre cerveau prend en moyenne 35 000 décisions par jour. Alors, quelques décisions déjà. Hein. Entendre par décision à chaque fois que le cerveau va se retrouver face à une pluralité de choix adaptatifs et il doit en choisir une. Okay. Ça arrive à peu près en moyenne 35 000 fois par jour. Mais on n'en aura conscience que de 0,26%. Ça veut dire qu'il y a 35 000 décisions que mon cerveau va prendre et il y en a 99,74% qui ne passeront jamais dans la partie orbitofrontale. Donc, je n'en aurai juste pas conscience, ça n'existera tout simplement pas pour moi. Oui, mais comme ça passe pas dans la partie orbitofrontale, cette petite conscience de moi a l'impression que c'est pas elle qui a pris la décision. Pourquoi? Parce que ça sort de sa zone de contrôle.
Et donc ça nous donne l'impression de ne pas être à l'origine. C'est pas le moi qui est à l'origine de mes décisions, c'est mon cerveau qui l'a fait. Et c'est ça qui nous dérange. Mais Guillaume, dans ce cas-là, il y a plusieurs choses. Déjà, à quel moment, dans ce cas, moi, dans les 35 000 décisions que j'aurais pu prendre, à quel moment je sais que celle que j'ai prise est la bonne, alors que j'en ai 35 000 quand même qui sont passées derrière. Enfin, voilà. Et à quel moment mon cerveau se repose? À quel moment il est au repos? Alors déjà, il se repose pas. Tu as des fonctions cognitives qui vont plus ou moins fonctionner en fonction des moments du jour ou de la nuit. Mais tu sais que notre cerveau est plus actif quand on dort que quand on est éveillé. Ce qui fait que quand tu étudies le sommeil, tu te demandes au final si t'es pas plus vivant quand tu dors que quand tu es en état d'éveil. Donc notre cerveau turbine en permanence. Après, il y a des fonctions. Toutes les fonctions ne s'activent pas tout le temps en permanence, etc. Donc on a des cycles. Mais tu as amené une notion qui est super importante. Tu m'as demandé, mais comment je peux savoir si j'ai pris une bonne décision? Mais c'est quoi une bonne décision? Bonne Mais par c'est rapport celle à qui quoi? fait sens. Tu peux lui donner le sens que tu veux. Moi, j'ai pris l'escalador pour aller à la salle de sport parce que j'ai préservé mes jambes avant de faire du sport. C'était une bonne décision. Non, ça c'était être irrationnel, mais c'est pas grave. Eh ouais, mais tu vois, en fait, c'est-à-dire que bon ou mauvais ne va dépendre que d'une finalité, d'une intention. Et le sens que tu vas lui donner derrière. Par exemple, pour quelqu'un, avoir le dernier téléphone portable ultra high-tech, alors qu'il en avait acheté un il y a 6 mois, mais il faut le jeter parce qu'il veut absolument le tout dernier, sera une bonne décision quand tu veux être à la pointe du high-tech. Mais ce sera peut-être une très mauvaise décision d'un point de vue environnemental. Donc, bon ou mauvais, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Et ça, c'est très difficile d'y répondre. Ça ne sera bon ou mauvais que par rapport au sens que tu vas lui donner, par rapport à la façon dont la partie orbitofrontale va vouloir rationaliser la décision, lui donner un sens. Il m'est arrivé un truc, c'était l'année dernière. Je regarde une série que j'adore souvent. Et bon, d'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, mais pour un autre sujet. Mais je regarde une série où elle dit tout le temps la même chose. Elle est en anglais, la série, hein, donc j'ai les vraies voix, je mets Mhm. pas les sous-titres. Et, euh, et elle dit une phrase en anglais. Et donc, à chaque fois, je répète la même phrase quand je la regarde vraiment beaucoup, cette série. J'adore cette série. C'est sur le temps, donc forcément, comme le temps n'existe pas pour moi en tout cas, donc Mhm. j'adore regarder ce genre de série. Et quelques mois après, quand je regarde la série, elle dit plus la même chose, sauf que moi, je suis toujours en train de dire la même chose. Donc, je montre ça à une amie à moi et je lui dis, bah, tu sais, voilà, là, elle disait pas ça, elle disait ça. Elle dit, oh ouais, bon, peut-être que t'as mal compris ou machin. Bon, ok, d'accord. Quelques mois plus tard, je reviens sur cette série et elle a redit la même chose. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Je suis T'as un folle? bug. T'as un bug. Mais non, parce Il y a qu'elle une le dit rupture de vraiment. cohérence. Ah, si tu veux, Non, mais non. pour savoir ce qui se passe, il faudrait, si on veut vraiment analyser ce qui se passe, on a besoin de faire de l'analyse derrière. Donc je peux pas exactement savoir. En revanche, on peut comprendre ce que tu vis. Ton cerveau appréhende un environnement. Et donc il a appris comment était constitué cet environnement. L'environnement, en l'occurrence, c'est le déroulé sonore de ta série. Ce qui fait que le jour où tu te reconfrontes à cet environnement, ton cerveau anticipe ce qui est censé se passer pour pouvoir préparer l'adaptation. Ton cerveau a également enregistré, enfin a gardé en mémoire que normalement, une série est enregistrée, qu'à chaque fois que je vais appuyer sur le lecteur, il est censé y avoir la même séquence, dans le même ordre, de la même manière, il ne peut pas y avoir de modification. Donc ton cerveau anticipe, se maintient, cette permanence de la bande sonore. Oui, mais là, l'anticipation est incorrecte. Et ça met en alerte notre cerveau. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une erreur d'anticipation, notre cerveau se met en mode survie, il dit, wow, comment ça se fait là? Ça, c'est pas logique, c'est pas normal. Et donc, il y a un mouvement de défense. On va dire, ouais, hop, hop, hop. Et d'ailleurs, on alerte en disant, t'as qu'une envie, c'est de pouvoir remettre en cohérence ça. Donc, tu vas aller voir des amis pour dire, qu'est-ce qui s'est passé là? En espérant qu'ils te ramènent une cohérence au truc. Finalement, on finit par dire, bah, je sais pas trop ce qui s'est passé. Maintenant, tu es sûr et certaine que la bande sonore est bien la V2. Donc, tu t'attends à ce que lorsque tu regardes la série, ça soit la V2. Et là, rupture de cohérence, c'est la V1 qui repasse. Et ça crée une rupture de cohérence. Cette rupture de cohérence, notre cerveau ne supporte pas ça.
Parce que si les choses deviennent incohérentes, alors mon risque d'intégrité physique, ma survie dans l'environnement est menacée. Et donc on a un besoin très fort, quoi qu'il arrive, de vouloir mettre en cohérence les choses, y compris si ça semble totalement invraisemblable. Je te donne un exemple, spectacle de magie, j'y vais avec un ami qui est chirurgien. Donc tous les jours, il a des gens au bloc opératoire, tous les jours. Il travaille à vérifier les constantes, etc. Et on tombe sur ce bon vieux tour de magie de la femme coupée en deux. Enfin, un peu usé comme tour, mais ça fait toujours son effet. Et effectivement, sur scène, on voit quelqu'un coupe la femme en deux, et il met la tête d'un côté, les pieds de l'autre. Et j'ai quand même mon collègue Chir à côté de moi qui se penche vers moi en me disant mais comment il fait pour mettre les pieds à 5 mètres de la tête? Tu te dis, cher ami, tu es chirurgien, tu sais très bien que quand les pieds sont réellement à 5 mètres de la tête, les constantes prennent une claque quand même. Donc bien évidemment, ça lui crée une rupture de cohérence. Comment il le remet en cohérence? En disant, il y a un truc, c'est magique, il y a un truc. Et c'est complètement invraisemblable, si tu veux, ça tient pas, il y a un truc, c'est magique. Non, mais comme son cerveau ne peut pas supporter cette rupture de cohérence, il va être obligé de mettre un sparadrap pour essayer de remettre les choses en cohérence et vouloir absolument donner une signification aux choses. On ne supporte pas. Tu vois, par exemple, l'expérience que tu as vécue, ah, c'est insupportable de ne pas comprendre ce qui se passe derrière. On a besoin de remettre une cohérence. Et quitte à ce qu'elle soit la plus improbable possible, tant pis, elle fera l'affaire. Vaut mieux une cohérence improbable que pas de cohérence du tout. Et c'est ça qui se joue derrière. On a besoin de cette cohérence. Mais Mais est-ce que cette c'est pas le cohérence, fait c'est qu'une d'être dans des normes rationalisation. sociales est-ce que c'est pas le fait d'être dans des normes sociales où tout le monde où on nous apprend tous à penser d'une même façon Hmm. ou à voir les choses dans le même ordre qui fait qu'à un moment donné on devient nous-mêmes incohérents parce qu'on ne suit pas forcément ce qu'il y a dans les normes. Je sais pas. En fait, d'un point de vue alors plus cognitif que neuro cette fois-ci, le, le- enfin plus cognitif, ouais, c'est ça. Le plus important, c'est que ça soit cohérent pour toi. C'est ça qui est le plus important. Ta structure de pensée, ton schéma de pensée, la façon que tu vas avoir de te représenter les environnements doivent être cohérents pour toi. S'ils sont cohérents pour toi, alors ils te permettent l'adaptation à l'environnement et donc tout fonctionne bien. Si en revanche, tu te mets. Donc le plus important, c'est que ça soit en cohérence pour toi. Par contre, le danger par rapport à la norme sociétale imposée des cohérences, c'est qu'on confronte en permanence ton système de cohérence par rapport à la norme et qu'on cherche à casser ton système de cohérence. Le danger qu'il peut y avoir, c'est que s'ils arrivent à casser ton système de cohérence, mais que tu n'adoptes pas le système pensé de la norme, alors tu n'as plus de système de cohérence et tu vas te construire des environnements, on appelle ça décompensés, c'est-à-dire que le système s'effondre. Le système de mise en cohérence s'effondre, tu n'as plus de normes de mise en cohérence des éléments, on dit que tu fusionnes avec le réel. Et par le fait que tu fusionnes avec le réel, tu ne fais plus les distinctions entre toi et ce que tu observes. Tu fusionnes avec lui. Tu sais, on a tous vu des films genre Asie psychiatrique, 19e siècle, avec la ligne en camisole de force. On fait plus ça aujourd'hui. Hein. Euh, mais en mode camisole de force, et puis tu as le fou avec l'entonnoir là, qui marche dans le parc et ah, il fait comme l'oiseau, il fait comme l'oiseau, et en faisant cuicui. Il fait pas comme l'oiseau. Il est l'oiseau qui l'observe dans le ciel. Il a fusionné avec lui. Ça fait que si toi, en mode sadique, tu arrives avec un fusil de cartouche, tu dégommes l'oiseau, eh bien la personne qui a fusionné dans sa tête, dans son système de représentation avec l'oiseau, va se rouler au sol comme s'il avait lui-même pris une balle. Parce qu'il est ce qu'il observe, il a fusionné avec le réel, c'est la décompensation. Et c'est pour ça que du coup les gens sont dangereux, pour eux-mêmes. Parce qu'ils ont fusionné avec ce qu'ils voient. Donc ils n'ont pas peur de se jeter contre un mur, puisqu'ils sont le mur. Et à la limite, la douleur va les ramener un peu à eux-mêmes un instant. Les remettre en distance. Mais ça tient pas. Mais qu'est-ce que ça vient dire des personnes dans ce cas je sais pas, je suis avec une amie, je regarde un spectacle, on a regardé exactement le même spectacle, mais on n'a pas du tout compris la même chose. Pourtant, on a vu la même chose. On n'a même pas vu les mêmes couleurs. Vous Qu'est-ce que ça mettez dit en des personnes? cohérence de façon différente. Et cette mise en cohérence de façon différente va être liée à vos mémoires. Pour que ton cerveau puisse mettre en cohérence des éléments, il va s'appuyer sur ce qu'il connaît déjà. Et donc en fonction de ce que toi tu as vécu, ou en fonction de ce que ton ami a vécu, vous n'avez pas les mêmes bases de référence en mémoire.
Donc vous allez construire une cohérence de ce qui a été perçu différente. Donc finalement, Alors, ça j'ai sert eu la à rien de chance de juger les pouvoir aller gens, hein. dans les mais tu vois, par exemple, j'ai eu bien sûr, il y a une influence culturelle, sociétale, éducative, les expériences personnelles, et cetera. Tout ça rentre dedans. Il y a un peu plus de 20 ans de ça, j'avais monté une asso humanitaire, j'étais parti au Népal et on a aidé un petit village dans les Annapurna. Et on a été les tout premiers occidentaux qu'ils ont rencontrés. Ils n'avaient jamais vu rencontrer d'occidentaux, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de toilette, enfin, vraiment à l'ancienne. Alors, il faut imaginer, je sais que ça nécessite un effort d'imagination, mais j'avais les cheveux à peu près aux épaules. Ok. 3 poils de barbe, prépubère, et les cheveux ici. Euh, et je suis arrivé avec tout mon équipement, tout le matos de trek, etc., pour pouvoir aller quand même. Le village était à 4500 mètres, ce qui est bas pour les Annapurna, mais ça reste quand même relativement haut pour l'occidental que je suis. Et donc, je suis arrivé avec tout le matos. Et quand ils nous ont vus pendant 3 jours, ils ont crié aux fantômes. Et ouais, pour eux, mise en cohérence, ils connaissaient juste le cercle direct de ce qu'ils avaient dans cette vallée-là. On était avec des équipements de fou, j'avais une lampe frontale qui fait de la lumière dans le noir, c'est comme si un caillou éclairait soudainement. Donc soit ils criaient aux fantômes, en fait ils ne savaient pas pendant 3 jours dans quelle catégorie nous mettre, démon ou fantôme, démon ou demi-dieu, tu vois, un peu entre les deux. Et en fait ce qui est drôle, c'est que les gamins qui peuvent plus facilement remettre en cohérence des choses sont venus petit à petit, eux, à notre rencontre. Jusqu'à ce que tu aies un gamin, je suis un peu poilu, eux ils sont imberbes, et j'ai un gamin qui a commencé à me tirer les poils. Et en voyant que, bah, aïe, oui, ça fait mal, eh ben, ça lui a permis de trouver les facteurs de cohérence, comment nous remettre en cohérence dans tout ça. Et à partir de là, on a eu des discussions absolument fantastiques. Donc, si tu veux, ça va vraiment dépendre du bain socio-éducatif, culturel, par rapport à ce que tu as dans tes mémoires, que tu vas construire une certaine réalité de ce que tu as perçu. Plus clair pour toi? Non, Attends. non, c'est très intéressant de comprendre comment on fonctionne. Mais oui, et donc les rapports humains avec les autres, en fait, finalement, sont complètement incohérents. On n'est pas du tout, on n'est jamais, on est en cohérence avec nous-mêmes, on n'est jamais en cohérence avec l'autre. Exactement. En fait, quand on voit quelqu'un faire quelque chose qu'on ne comprend pas, qui nous semble incohérent, c'est incohérent par rapport à la façon dont nous, on crée la réalité de l'environnement dans lequel on s'adapte. Mais par contre, c'est très cohérent pour lui. Souvent, en conférence, il y a une image qui commence à être connue, que j'aime bien utiliser. C'est un portrait, et soit tu peux avoir une vieille dame, soit une jeune fille. Pourtant, tu ne modifies rien du flux perceptif. Ça dépend juste comment ton cerveau va construire cette réalité, comment il va traduire les flux perçus. Maintenant, imagine j'en sais rien moi, pour toi, ton cerveau se représente une jeune fille, et que pour moi, il se représente une vieille dame. Et là, toi, tu vas me voir m'approcher de la jeune fille, m'approcher tout près de son oreille et dire: bonjour mamie, ça va aujourd'hui? En forme? Ah, il fait beau, hein? Tu tu vas me regarder et dire: il fait quoi, le chauve? Il a pété un plomb, quoi, là? Pourquoi il lui parle comme ça, la jeune fille? C'est, Et oui, mais pour moi, c'est totalement cohérent. Mon cerveau se représente une vieille dame. Et dans ma tête, va savoir pourquoi la vieille dame est sourde, donc il faut lui parler fort à l'oreille. Moi, c'est totalement cohérent, ma façon que j'ai de m'adapter. En revanche, toi, tu me vois et ton cerveau, lui, c'est représenter une jeune fille. Ça va paraître complètement incohérent. Et à chaque fois qu'on voit une incohérence comportementale chez quelqu'un, c'est juste qu'il y a une façon différente de se représenter la réalité. Ce qui fait que lui, son comportement est cohérent. Pour nous, il est incohérent. Et c'est pour ça que ça sert à rien d'argumenter comme des bœufs, à dire aux gens en face: bah, c'est complètement stupide ce que tu as fait, regarde, machin, etc. Dire: bah non. Enfin, moi, tu viens me voir en me disant: mais t'es complètement stupide, hein, on parle pas comme ça à une jeune fille. Je vais te regarder en me disant: ouais, jeune fille, 90 berges. Oui, tu me diras jeune, c'est une question de définition. Et tu pourrais essayer de me convaincre autant que tu veux. Moi, je m'en fous. Mon cerveau voit une vieille dame, hein. Mais les neurosciences, ça répond à quelle problématique dans ce cas? Ça répond à, en comprenant mieux comment on fonctionne, à déjà savoir mieux qui on est, mieux qui est l'autre, et améliorer, enfin, on peut améliorer l'adaptation de l'individu aux environnements, donc environnement matériel, environnement physique, etc. Mais il ne faut pas oublier que l'autre est un élément de mon environnement. Et donc d'améliorer aussi la compréhension de l'autre, avoir peut-être à vouloir arrêter de chercher la vérité avec un grand V. Il n'y a pas une vérité, il y a juste des systèmes de cohérence. Et déjà, tu vois, rien que quand tu arrives à comprendre ça et à le vivre intrinsèquement,
d'un peu plus d'humilité. Euh, ce qui fait que tu arrives un peu moins en triomphal face à l'autre. Et pour moi, c'est une énorme invitation à la rencontre de soi et des autres. Tu vois, rien que le fait déjà de comprendre comment tout ça fonctionne. Et on se sent déjà beaucoup plus apaisé quand on arrive à mieux comprendre comment on fonctionne, qui on est, et comment je peux aller à la rencontre de cet autre qui n'est pas moi. C'est intéressant, hein, mais à quoi ça sert si moi, finalement, une décision n'est pas réellement une décision, en fait? Parce que quoi qu'il arrive, l'action, elle va être posée. Peu importe comment elle va être posée, mais elle va être posée. Totalement, totalement. Après, maintenant, si tu arrives à comprendre que tes décisions ne sont pas les résultantes de ton raisonnement, mais des tas de tensions qui sont en toi, Hmm. et que tu arrives à comprendre la logique qui est derrière ces états de tension, au lieu de vouloir travailler sur tes raisonnements, tu vas travailler sur tes états de tension. C'est quoi l'état de tension? État de Exactement. tension, Hmm. un peu plus compliqué ça. Euh, les 11 millions de flux d'informations perçues qui rentrent dans ton cerveau sont traités par plein d'air cortical, passent dans les mémoires et descendent dans une structure sous-corticale, on va la généraliser qu'on appelle le système limbique. C'est en plein cœur du cerveau. Ok. Ce système limbique, il reçoit donc les 400 000 unités d'infos et il va se poser une question toute bête, il va se demander est-ce que ceci est bon ou pas pour moi. Il ne faut pas oublier qu'on est le fruit de millions d'années d'évolution. Ok. Et donc pendant ces millions d'années d'évolution, en tant qu'organisme vivant, on doit pouvoir répondre à trois très grandes fonctions, essentielles, fondamentales. Première, l'accès à la ressource énergétique. On a un organisme vivant, donc on brûle de l'énergie. Donc il faut qu'on puisse accéder et acquérir de la ressource énergétique. La deuxième, on a un organisme vivant. Le but du jeu, c'est de le rester. La troisième, c'est que vu qu'on est des organismes vivants, qui dit vivant dit forcément à un moment donné une mort. Donc si on veut que le vivant perdure, c'est la reproduction. Ce sont les trois très grandes fonctions d'un organisme vivant. Tout ce que l'on fait, tout, sans aucune exception, participe directement ou indirectement à répondre à ces trois grandes fonctions. Et donc, quand on perçoit des informations du monde extérieur, que ça arrive dans notre système limbique, que notre système limbique se dit est-ce que ceci est bon ou pas pour moi, il va voir en quoi ça va pouvoir contribuer à une de ces trois grandes fonctions. Si quelque chose y contribue de façon positive, alors il va créer des états de tension dits addictifs. C'est quelque chose qui va nous attirer. Et lorsqu'on va le consommer, sous une forme ou une autre, lorsqu'on va le consommer, il va amener un état de satisfaction, d'apaisement. L'état de tension se calme. A l'inverse, quand quelque chose est jugé pas bon pour nous, alors notre cerveau va créer un état de tension dit aversif. On ne supporte pas ça. Un petit peu comme quand tu tapes le petit doigt de pied là sur le long de la table basse là. Tu as remarqué que ça crée un état de tension qui fait une mise en mouvement qui donne rarement le meilleur de nous-mêmes. Pas se mentir. Ok. Mais l'état de tension va nous amener à se mettre en mouvement pour que, oh, vite ça s'arrête. On frotte, ce qu'on essaye de faire disparaître, ou alors on détruit le stresseur, ce qui était aversif. Un coup de pied dans la table. Blah, bilan, t'as mal à deux endroits. Euh, Donc, on va avoir des états de tension qui nous amènent à se mettre en mouvement. Pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait un état de tension. Ces états de tension, ce sont les décisions du cerveau. Quand tu vois un carré de chocolat sur le bord de la table, en plus c'est celui que je préfère. Tu passes dans la pièce, le flux d'informations visuelles traverse ta rétine, traité par tous les boyaux de la tête, ça descend dans le système limbique. Il faudra à peu près 120 millisecondes pour que ton cerveau décide de croquer dedans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te créer un état de tension pour te dire vas-y, croque dedans, ça a l'air super bon. Comme un carré de chocolat, c'est quand même un truc super important, faut pas déconner, ça fait partie des 0,26% qui seront portés à ta conscience. Et toi, ce n'est qu'à ce moment-là que tu as l'impression de découvrir qu'il y a un carré de chocolat et que oui, tu croquerais bien dedans. Et tu vas te donner une raison. Oh, un carré de chocolat, en plus, c'est mes préférés. En réalité, ton cerveau avait déjà décidé en créant des états de tension qui t'amènent à faire ça. Okay. Maintenant, on reprend cet exemple du carré de chocolat. Carré de chocolat, flux de perception, 120 millisecondes, état de tension, carré de chocolat, 0,26%, porté à la conscience. Et là, toi, tu vois un carré de chocolat, tu fais non, c'est pas raisonnable. Non. Non à qui? Non à quoi? À qui tu dis non? En fait, tu dis non à ton cerveau. Tu dis non à l'état de tension qu'il t'a créé pour aller croquer dedans. Mais tu remarqueras qu'on n'y arrive pas à tous les coups. On se dit non, c'est pas raisonnable. Non, j'ai bien abusé pendant les fêtes, tout ça là. Non, maintenant je me mets un petit peu au vert. Non, mais tu sais, je vais rebondir sur un des podcasts que tu as fait là dernièrement dans le Limitless Project. Yes. Tu parlais des araignées.
Alors, alors tu dis, quand le mec arrive et qu'il a quiche bam. Alors déjà, moi étant arachnophobe, je vais t'expliquer un truc. C'est pas on voit l'araignée, on la tue. C'est pas comme ça que ça se passe. On voit l'araignée, on réfléchit, on prend un balai, on se demande si le manche à balai est assez long pour toucher l'araignée. On se pose la question 40 fois. Si je la loupe, elle tombe par terre, je la vois plus, je ne sais pas où elle est. Je suis en état de tension constant. Donc ça ne se passe pas tout à fait Exactement. comme ça. Mais à ce moment-là, le cerveau. Oui, non, mais Mais c'est exactement là, ça. c'est l'instinct de survie. C'est un instinct de survie. Pour les arachnophobes, moi, c'est un instinct de survie. Ouais. Je me Et sens, pour moi, c'est une terroriste, l'araignée. ah mais, mais Ouais. complètement. Et tu vois bien que la raison n'y peut rien. Ce qui nous met vraiment en mouvement sont des états de tension. Et à la limite, je dis bien à la limite, tu peux te dire qu'une araignée, ça se balade et que ça mord, et que c'est jamais vraiment très agréable. Ok, donc même là, la raison pourrait te donner raison, quelque part. J'ai une amie qui est phobique des escargots. Elle part en courant. Hum. Là, si tu veux, tu pourrais lui dire, bah, je sais pas, reste en distance. Pars en moonwalk, tranquillou. De toute façon, il te rattrapera pas. Mais la raison n'y peut rien. Pourquoi? Parce que ce qui décide vraiment, c'est la façon dont notre cerveau déclenche les états de tension. Une fois que tu arrives à comprendre cette mécanique des états de tension, comment ils sont encodés, comment ils sont créés, comment ils sont entretenus, comment ils sont stockés, comment ils sont déclenchés, là, peux commencer à agir véritablement sur ce qui te met en mouvement. C'est là qu'il y a une application forte. Et une personne qui vit de sa passion, mais vraiment, tu vois, bon, on a des milliers de personnes dans ce monde qui font des boulots qui leur plaisent pas du tout, hein, pourtant ils sont dedans. Mais la personne qui vit vraiment de sa passion, qui se lève mais d'un bon pied, quelle est la différence entre cette personne-là et l'autre au niveau du cerveau? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que la personne qui va travailler à reculons au travail bah, se rend beaucoup plus malade? Et est-ce que l'autre qui vit pleinement de sa passion finalement a tout en place? Et oui, parce que les états de tension que ça va créer ne sont pas les mêmes. Quand tu vas travailler contre quelque chose, je vais travailler pour pas perdre mon logement. Je vais travailler pour éviter que ma famille se retrouve à la rue. Je vais travailler pour... Tu vois, quand tu vas travailler, tu vas avoir des états de tension qui vont se créer. On commence à rentrer un peu dans les détails, mais une libération de noradrénaline et de cortisol. Et ce cortisol va bouffer ton organisme. En fait, il amène à surexploiter tes ressources physiologiques. Parce qu'en fait, il te faut de l'énergie pour faire face à une situation qui n'est pas bonne pour toi. Et donc, ça va surexploiter ton organisme et tu vas arriver progressivement à l'épuisement. Alors que quand tu travailles pour quelque chose, pas contre, mais pour quelque chose, et qui plus est, l'accomplissement de soi, puisque ta passion, en réalité, c'est ta passion parce qu'elle te permet d'être pleine et entière. Alors à ce moment-là, ça va te libérer en toi de ce qu'on appelle de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est ce qui amène la conscience de soi, l'estime de soi, et également le bonheur. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à avoir une production constante de sérotonine, le ressenti physiologique qui en découle, c'est le sentiment de bonheur. Vachement mieux quand même, hein. Bah, généralement, durant les 3 premières années, quand on trouve un amoureux, et puis ensuite, Ouais, on là, s'en t'as un peut plus. gros cocktail, là. T'as un cocktail d'ocytocine, de sérotonine, d'endorphine. Généralement, ça, c'est un espèce de feu d'artifice dans la tête. Et comment Euh, on peut savoir s'il nous manque certains de ces éléments? Et comment on peut savoir si notre sérotonine est trop basse, si l'ocytocine bon, est trop basse? Et comment on fait pour les réajuster? En comprenant ces états de tension. Déjà, il faut comprendre comment ils sont déclenchés. Donc, nous, on a modélisé ce qu'on appelle l'inéquation décisionnelle. Il y a en gros 4 molécules, on va faire simple, molécules de satisfaction, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Et de l'autre côté, tu as noradrénaline et cortisol. Et on a identifié 37 conditions de déclenchement. Donc on sait dans quelles conditions de déclenchement on détecte on déclenche de la dopamine, on déclenche de l'ocytocine, de la sérotonine, de l'endorphine ou de la noradrénaline, cortisol. Okay. Quand tu es familier de ça et que tu conscientises ces mécanismes-là, tu finis par savoir ce que tu ressens quand ils sont déclenchés ou ce que tu ressens quand ils sont frustrés.
Et donc, par cette conscientisation du ressenti, déjà, tu as des bons leviers. Après, alors nous, on a tendance à se méfier un peu de notre cognition, parce qu'on sait que notre cognition crée un peu la réalité qu'on a envie d'y voir. Tu sais, quand quelqu'un vient de dire faudrait peut-être que tu lèves un peu le pied en ce moment parce que tu bûches pas mal, t'as l'air fatigué. Fatigué, mais pas du tout. Je suis en pleine forme. Ou alors quelqu'un, t'es pas un peu irritable? Comment ça, moi, irritable? Pas du tout, regarde, je suis très calme. Et la personne est convaincue d'être calme, hein. Sa cognition, elle lui dit, t'es calme, tout va bien. Tu vois. Donc on a appris un peu à se méfier de notre cognition derrière. En revanche, on va avoir certains types de comportements. Quand tu es trop blindé de sérotonine, tu vas faire le cake. Tu fais, bah alors, c'est qui le meilleur? Là, tu dis, ouh, la personne un peu forcée comme ça, la sérotonine. Euh, Quelqu'un qui va avoir tendance à avoir besoin de beaucoup de contact physique, de partager des choses avec les gens, d'être en présence de personnes, d'avoir besoin de s'inscrire dans quelque chose qui les dépasse. Là, tu sais que la personne a besoin d'ocytocine. Quelqu'un qui, à un moment donné, va avoir la sensation d'avoir une vraie estime d'elle-même. Pas de la vantardise, hein, une vraie estime de soi. Se dire, ah ouais, là, je suis vraiment personne pleine entière à sa juste place. C'est là que j'aime être, que j'ai envie d'être et là où je me sens bien. Là, tu sais que la satisfaction sérotoninergique est bonne. Quelqu'un qui a peur de beaucoup de choses. Il y a un sentiment d'insécurité permanent. Tu vois, il y a un nouveau bruit, je le connaissais pas ce bruit, tiens. Et puis c'est comme le voisin là, c'est bizarre, il me regarde bizarrement le voisin. Tu vois, tout le temps dans la crainte. Tu peux considérer que la sérotonine est relativement basse et que la sensibilité à la noradrénaline est très forte. Quelqu'un qui va rentrer le soir et qui rentre dans du petit grignotage, qui est, c'est presque compulsif, tu vois. Faut surtout pas laisser le carré de chocolat parce que sinon il y a la tablette qui passe d'un coup. Et t'as beau te dire non, là, elle y passe. C'est que certainement il y a une production de cortisol trop forte accumulée dans la journée. Et donc tout ce qui va être dopaminergique sera sursensibilisé. Par exemple, et je peux t'en donner des tonnes comme ça d'exemples. Une fois qu'on comprend ces logiques-là, on comprend ce qu'est à l'origine des comportements humains et donc on comprend les états de tension qui se jouent derrière. Et pour finir, j'aurais aimé que tu nous parles un petit peu de BMO. Qu'est-ce qu'on peut y apprendre dans ce parcours BMO? Brain modus operandi. Donc déjà, BMO, c'est pour Brain modus operandi, c'est le mode d'emploi du cerveau humain. Bien justement, en fait, dans Brain modus operandi, on vient étudier, déjà prendre conscience qu'il n'y a pas un temps, mais deux temps décisionnels. Celui qu'on a vu, celui de notre cerveau, puis le deuxième qui est celui de notre raison, le moi, notre ego. Et on va venir apprendre comment fonctionnent ces états de tension en nous. Qu'est-ce qui est vraiment à l'origine de tout ce que l'on fait, qui est irrationnel, certes, mais pas illogique. Et ça répond à la logique des états de tension, ça répond à la logique du vivant. Et donc on apprend à découvrir, mais de façon très pratico-pratique, hein, cette mécanique-là, pour que on puisse vraiment apporter une vraie transformation à soi et au monde qui nous entoure. Parce qu'on est intimement convaincu que tous les conflits qu'on rencontre, toutes les difficultés dans les entreprises, etc., sont liés à une difficulté d'adaptation à l'environnement. Quand tu t'adaptes facilement à un environnement, tu n'es plus dans l'agressivité, tu n'es plus dans le rejet de l'autre, tu n'es plus en train de subir quelque chose. Et donc en travaillant sur cette capacité d'adaptation, bah, on fluidifie déjà la relation à soi-même, la relation à l'autre, la relation à nos environnements, et on réfléchit à des environnements qui répondent aux états de tension et non pas des environnements conditionnés exclusivement par la raison. Voilà, c'est ça qu'on fait au sein de Brain Modus Operandi. Et donc on a plusieurs niveaux de formation. Et donc déjà le niveau 1, c'est toute cette mécanique-là. Et on est sur un format de 20 heures. 20 heures en visioconf, donc en live. Et donc on donne un temps, en fait, les personnes que l'on forme ont des espaces membres dans lesquels elles découvrent le contenu théorique de connaissances en vidéo, c'est tout enregistré. Et lorsqu'on est en live, eh bien, on vient échanger, ils peuvent venir poser toutes les questions, on va faire des exercices pratiques, on est vraiment dans l'application, parce qu'on est vraiment en neurosciences cognitives appliquées, donc que l'on met en pratique. Voilà ce Eh qu'on bien, fait. écoute, je te remercie, Guillaume, pour cette interview et d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Pour tous ceux qui l'auront compris, je vous conseille d'acheter son livre, L'influence cachée du cerveau humain. Il est disponible sur Amazon. Et ben, j'espère un jour pouvoir participer au Brain Modus Operandi, c'est ça? Exactement, Et exactement, ce sera avec grand ouais, plaisir.
Ouais, bah oui, 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 et en apprendre un peu plus sur moi-même et sur la manière dont je fonctionne. Et, euh, et voilà, et je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui pour ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine. Un grand Au revoir merci à Guillaume. toi et un grand merci à tous ceux qui nous écoutent. À très vite. Merci. Au revoir.